L'invité de la matinale, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Xavier Bertrand, la conférence de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à l'université de Lille a été annulée. Vous faisiez partie de ceux qui demandaient son interdiction. Ça fait maintenant des mois et des mois que la France insoumise se livre à des discours de haine, très clairement, depuis le génocide du 7 octobre. Et il est temps aujourd'hui de réagir. Alors, quand ils tiennent un meeting, on doit faire très attention aux propos qui sont tenus. Mais quand il y a une conférence comme celle-ci qui se tient dans une université publique, il est de la responsabilité des décideurs publics de dire non, ça ne se tiendra pas à l'université. C'est aussi une façon d'éviter que ne se diffusent ces messages de haine et aussi des messages qui nient même l'existence d'Israël. Parce que ce logo auquel vous faites allusion n'est pas le fruit du hasard. Ça vise tout simplement à dire que l'existence d'Israël est remise en question. Ça fait fi de tout ce qui existe depuis quasiment un siècle. Ça fait fi des résolutions de l'ONU. Et encore une fois, au bout d'un moment, il ne s'agit pas de s'en accommoder, il ne s'agit pas de regarder à côté, il s'agit de dire maintenant, ça suffit. Ce qui se passe plus globalement dans les universités, dans le débat public depuis le 7 octobre, est-ce que ça demande pour vous une réponse politique, une réponse des institutions qui doit être plus ferme ? Oui, beaucoup plus ferme. On le sait bien, on a aujourd'hui le gouvernement, le ministre de l'Intérieur, qui est très actif pour lutter contre l'antisémitisme. C'est son devoir, mais il remplit cette mission. Mais derrière, il y a aussi autre chose. Il y a aussi la réponse judiciaire. Le code pénal prévoit des sanctions très dures pour celles et ceux qui se livrent à des déclarations antisémites, à des actes antisémites. Moi, j'attends que la justice soit à la fois rapide, mais qu'elle soit très dure en appliquant le code pénal. Parce que c'est aussi de cette façon qu'on fera reculer l'antisémitisme. C'est pas la seule. Parce que pour moi, il y a toute une action de fond dans la société. Il y a une action de fond à l'école où on ne doit plus tolérer, au nom du pas de vague, le fait que l'enseignement de la Shoah ait été rendu impossible dans certaines classes. Là aussi, on ne peut plus continuer à s'accommoder ou à regarder ailleurs. Et puis aussi, il y a aussi autre chose, c'est la question des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, sous couvert d'anonymat, sont un défouloir pour la haine, pour les menaces. Et là aussi, il faut y mettre un terme. Autant je peux comprendre qu'on utilise des pseudos, mais l'anonymat derrière lequel on se réfugie pour se livrer à des déclarations antisémites, à des discours de haine, là aussi, ça suffit. Cette dynamique de tension au Proche-Orient qui implique l'augmentation des actes antisémites en France, avec régulièrement le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui demande de sécuriser les lieux juifs. Est-ce qu'au-delà de ce qui est très concret sur la réponse judiciaire, sur les réseaux sociaux, il y a quelque chose de façon plus sociétale, entre guillemets, qui doit être dit, qui doit être fait? Est-ce que ça peut être enrayé ou est-ce que là, ça devient, vous avez l'impression que c'est inéluctable de se dire il y a une importation, non pas du conflit, mais de la haine antisémite dès qu'il se passe quelque chose entre Israël et les Palestiniens? Non, il n'y a jamais rien d'inéluctable, jamais rien. Vous savez, si après toutes ces années, je continue mon engagement politique, c'est que la politique permet justement d'inverser le cours des choses. Elle permet de faire reculer le sentiment justement de fatalité. Il n'y a aucune fatalité à cela, mais il faut se battre. Il faut se battre parce que derrière ceux qui se livrent à des actes antisémites ou à des déclarations antisémites, n'allons pas croire que seuls les Juifs sont concernés. Vous savez, j'ai un ami qui me rappelait, voilà, quelque temps, ce qu'il m'avait évoqué, je crois que c'est en 2014, vous savez, rue de la Roquette, avec ce qui s'était passé. Ceux qui voulaient s'en prendre à la synagogue criaient quoi? Ils criaient mort aux Juifs, et la phrase après, c'était mort aux mécréants. Comme celles et ceux qui pensent que ce qui s'est passé le 7 octobre ne concerne qu'Israël et les Juifs qui ont été sauvagement assassinés, se trompent. C'est nous tous qui sommes engagés, c'est nous tous qui sommes concernés. Ceux qui sont livrés à ces massacres peuvent aussi agir sur notre territoire, et ils l'ont fait de façon tout aussi sauvage, même si ce n'est pas avec la même ampleur. Pour moi, le 7 octobre, c'est un génocide comme on ne pensait plus en connaître depuis la Shoah. Mais il faut bien voir, encore une fois, qu'il faut tous se sentir concernés, et encore une fois, faire rempart contre l'antisémitisme, c'est aussi faire cet acte de foi dans ce que sont nos valeurs, les valeurs universelles. C'est ça qui se joue aussi en ce moment. Et c'est pour ça que je dis maintenant qu'il est temps de se réveiller. Il ne faut plus s'accommoder de rien. Il ne faut pas détourner le regard. Parce qu'au fur et à mesure, c'est la démocratie, ce sont les droits de l'homme. Non, c'est plus largement, c'est aussi l'humanité qui recule au profit de la barbarie. Mais dans quel monde vont grandir nos enfants si on se résout à cela? La raison pour laquelle il faut se battre contre tout cela. Cette humanité, c'est aussi celle au nom de laquelle l'appel à la libération des otages est assez fréquent. De votre part également, la semaine dernière a été marquée par les 6 mois depuis les attaques du 7 octobre. Ces otages, ils sont toujours au nombre de 130, notamment 3 Français. Est-ce que sur le plan diplomatique, vous avez l'impression que la France peut ou doit faire plus pour la libération de ces otages?
Libérer nos otages, oui, mais libérer tous les otages. Libérer tous les otages. C'est bien, il y a des discussions qui ont lieu, on n'a qu'une envie, c'est que ça aboutisse, mais il y a quand même autre chose qui est de notre responsabilité. Alors, je ne suis plus tout jeune, mais je me souviens qu'en 1982, quand il y avait des otages français au Liban, il n'y a pas un journal télévisé du service public qui commençait sans avoir une déclaration pour ces otages en voyant leurs images. Mais là, comment est-ce que l'on sait qu'on a encore des otages? Beaucoup de médias sont muets sur la question, d'autres sont discrets, certains en parlent encore. Et moi, vous voyez, au Conseil régional des Hauts-de-France, au-delà des des drapeaux israéliens que nous avons hissés au lendemain du 7 octobre, il y a le visage de tous les otages. Certains m'ont dit, oh, faut pas faire ça, notre façade va être taguée, on va être vandalisé. Rien. Rien ne s'est produit. Ce qui montre aussi une chose, c'est que quand on affiche ces valeurs, quand on montre quel combat on mène, eh bien au final, en face, on a des gens qui sont pas courageux du tout, mais en tout cas qui ne se livrent à rien. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut qu'on soit beaucoup plus fort et beaucoup plus ferme sur nos valeurs et sur nos intentions. Et je crois que c'est ça qui est essentiel. D'ailleurs, c'est ce qu'attend, j'en suis intimement persuadé, une large partie de la population. Mais vous voyez, sur la question des otages, on doit rappeler, je l'ai fait 6 mois après, quelle horreur vivent ces otages et quelle horreur vivent les familles des otages. Mais c'est comme si ils n'existaient pas et qu'on en parlait en pointillé. Non, c'est tous les jours qu'on doit penser à eux, qu'on doit parler d'eux. Pour moi, c'est aussi une évidence et c'est aussi une façon de montrer à leurs familles qu'on ne les oublie pas. La République islamique d'Iran a attaqué Israël le week-end dernier. La France a fait partie de la coalition qui a permis de largement contenir les conséquences de cette attaque. L'idée initiale du président de la République d'une coalition internationale pour lutter contre le terrorisme islamiste, est-ce qu'elle vous paraît à nouveau opportune maintenant ? Je suis intimement convaincu qu'il faut bien comprendre que ce terrorisme islamique, il a frappé Israël, il a frappé par le passé, il continuera à frapper si on ne le met pas hors d'état de nuire. Certains disent c'est une hydre, ça ne sert à rien, une autre tête rejaillira. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je pense que à chaque fois qu'on leur porte un coup, et parfois même un coup qui peut sembler fatal, ça les affaiblit, ça ne leur permet pas de préparer les attentats en question. Donc, si on était capable de tous s'unir, ça vaut la peine. Le président de la République l'avait annoncé quand il avait atterri en Israël juste après le 7 octobre. Je pense que cette idée vaut la peine d'être reprise, elle vaut la peine d'être prolongée. Mais je voudrais aussi dire une chose, c'est que ce qui s'est passé avec l'Iran est aussi assez symptomatique. Il y a ceux qui veulent réécrire les choses, qui veulent réécrire l'histoire, mais il faut bien voir que c'est Israël qui a été attaqué. C'est Israël qui a été attaqué et qu'on ne nous dise pas, oui, mais bon, il y a un consulat, un poste diplomatique. Vous avez vu le nombre de militaires qu'il y avait dans ce poste diplomatique? Il était si diplomatique que ça. Et au final, ça montre bien que celles et ceux qui veulent faire disparaître Israël de la carte sont toujours à l'œuvre. Alors, il y a bien évidemment le Hamas, il y a le Hezbollah, il y a l'Iran qui tire les ficelles depuis bien longtemps. Et non seulement tout le monde a pu voir l'efficacité de la défense antiaérienne, parce que le nombre de drones qui ont été tirés est quelque chose quand même d'assez spectaculaire, l'efficacité de la réponse, et donc tous les investissements qu'Israël a mis en place pour sa sécurité n'ont pas été vains, et le fait que des pays ont prêté main forte à Israël est aussi quelque chose qui tombe sous le sens, qui est une évidence. Que la France en fait partie est aussi tout à fait logique. Mais une chose est certaine, c'est qu'être aux côtés d'Israël, c'est être aussi aux côtés de la seule démocratie de cette partie du monde. C'est ça aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit. Et donc, c'est la responsabilité de la France de porter son concours à tous les efforts d'Israël. Justement, cette aide française à l'interception des missiles iraniens, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé le besoin qu'elle soit aussi fournie à l'Ukraine pour contrer les attaques de drones russes. Est-ce que la France doit renforcer son aide à l'Ukraine sur ce plan ? Il faut entendre le message du président Zelensky. Ce qu'il nous demande, ce ne sont pas des hommes, ce sont des armes, des munitions, des systèmes de défense. Et ça fait des mois et des mois qu'il demande, et ça fait des mois et des mois que les Occidentaux ont promis qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Quand j'entends le président de la République dire qu'il faudra envoyer un jour peut-être des hommes, non, c'est des armes que demande le président Zelensky. Alors c'est des armes qu'il faut justement envoyer. Et on doit tenir ces engagements. Et pas seulement au nom du respect de la parole donnée, c'est aussi au nom du respect du droit international, et puis aussi au titre de la solidarité que l'on doit à nos amis ukrainiens. Tenons nos engagements. Pour finir, Xavier Bertrand, l'Ukraine, le conflit au Proche-Orient, ce sont des sujets qui sont au cœur en ce moment de la campagne pour les élections européennes. L'enjeu des prochaines semaines, il est fort. Le Rassemblement national est déjà arrivé en tête des deux précédents scrutins européens. Il est en tête des intentions de vote aussi pour celui du 9 juin prochain. Est-ce que c'est différent ce qui se joue cette année ?
Or, vous savez, les élections européennes, bien évidemment, le contexte international joue, mais c'est pas là-dessus qu'elles vont se jouer, hein. Elles vont se jouer sur une sorte de référendum pour ou contre la politique du gouvernement de M. Macron. Et c'est en ça aujourd'hui que les sondages montrent très clairement que c'est un non à la politique qui est menée depuis des années et des années. Le choix du président de la République était d'en faire quasiment le premier tour de l'élection présidentielle de 2027. Les enjeux européens, on en parle très peu. Les enjeux internationaux sont très présents dans l'actualité, mais pas tant que ça dans les thèmes de la campagne des européennes. Non, la véritable erreur, ça a été que le gouvernement a décidé d'en faire une sorte de référendum pour ou contre le Front National. Moi, vous connaissez ma position d'opposants résolus depuis des années vis-à-vis du Front National, mais au final, ça va se retourner avec un référendum pour ou contre M. Macron et son gouvernement. Et c'est ça aujourd'hui que nous disent les sondages. Vous savez, sur la question du Front National, que moi je combats depuis des années et des années, nous sommes deux en France à avoir battu Mme Le Pen, M. Macron et moi. La seule chose, c'est qu'en 2 élections, j'ai fait reculer le Front National de près de 15 points. Et pour faire reculer le Front National, il faut faire reculer les causes du vote Front National. Pour faire retomber l'exaspération des Français, la colère des Français, l'inquiétude des Français. Moi, c'est ce que je m'applique à faire dans ma région. Et clairement, c'est pas impossible du tout, c'est possible. Mais le vrai sujet, c'est que il faut pas gouverner pour soi-même, il faut gouverner pour ce qu'on représente. C'est l'enjeu dans les Hauts-de-France, mais c'est aussi l'enjeu au niveau national. Merci beaucoup, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, d'avoir Merci à été vous. notre invité sur RCJ.